J'avais fait une grosse campagne. J'étais partout à Paris. C'était un point tel que les gens me reconnaissaient dans la rue, c'était un truc de fou. Ouais, vraiment. C'était énorme, j'ai fait des télés, j'ai fait des radios. J'étais interviewé par Michel Denisot. Ok, donc t'as quand même fait de la campagne. Ouais, j'ai fait des campagnes en fait plus médiatiques, plus urbaines aussi. Ce que la plupart de mes concurrents ne faisaient pas à l'époque. Alors, bonjour les amis, accrochez-vous bien. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, Eric. Je te laisse te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Alors bonjour, je m'appelle Eric Béhanzin, je suis auteur, conférencier et conseiller pour les petites entreprises. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire un peu ton offre pour les entreprises? Vraiment, ta touche à toi qui est spécifique en termes de revenus, de promesses. Alors, il y a plusieurs choses. On a eu des promesses au moment où on a fait les premières interviews qui étaient de multiplication d'entreprises. Tout à fait. Multiplié par 5, par 10. Les entreprises en 18 mois. Donc, ça, c'était des promesses qui étaient très explosives. Et en fait, on a fait ça pendant plusieurs années. Et il faut savoir que les gens avaient des résultats. Ok. Par contre, ce qui était assez brutal, c'est que quand une entreprise est en hyper-croissance, on considère une hyper-croissance, c'est plus de 40% par an, mais eux, ils faisaient x3, x5, x10. Ok. Donc, quand tu as un entrepreneur qui passe de 70 000 euros à 3 millions en un an, de quelqu'un qui passe de 0 à 1,4 en 14 mois. En fait, on se retrouve avec des gens qui ont une masse de problèmes gigantesques qu'ils n'auraient jamais pensé traverser, jamais pensé vivre. Okay. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avec le succès, il arrive de l'autre côté aussi beaucoup de problèmes à gérer qui sont liés au succès. Et donc, du coup, on a des gens qui sont partis en vrai. Enfin, il y a eu beaucoup des affaires qui sont allées loin au niveau judiciaire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a calmé ça. Et puis, on a fait des choses un peu plus soft parce qu'on s'est rendu compte. Un peu plus corporate. Voilà, exactement. Ça rentre un peu plus dans le moule aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que toi, tu t'es fait connaître pour ces offres-là qui coaching étaient vraiment, 1 million et tout ce qui va... explosif, etc. Et est-ce que tu peux me dire maintenant ta nouvelle cible et surtout maintenant tes nouvelles offres que tu peux donner aux clients? C'est ça. Alors, il y a plusieurs choses. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à un moment, notre entreprise elle a grossi 1, 2, 3 millions par an. Et ce qui est particulier, c'est qu'à un moment, on était 9 salariés dans l'entreprise. Okay. Quand tu as 9 salariés, ça commence à devenir structurel, hiérarchisé, avec une dimension corporate. J'arrivais tous les jours au bureau, il y avait des employés, il fallait les payer, il y avait une structure, il y avait des locaux, il y avait en plus, c'était à l'époque de la crise sanitaire, donc c'était vraiment pas évident à gérer parce qu'il y avait des autorisations, on était responsable de la santé de nos employés. Et à un moment, en fait, je me suis rendu compte que ça correspondait plus à mon modèle. Okay. Et donc, à partir de là, en fait, on a complètement dissous complètement ce business model-là et cette manière de travailler pour revenir à quelque chose de beaucoup plus léger. Okay. Maintenant, pour revenir sur ta question, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais grandir une entreprise, lorsque tes clients grandissent, lorsque tout se déploie, ce que la plupart des gens, on parle beaucoup, par exemple, de la loi d'attraction, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu attires quelque chose, tu attires tout ce qui va avec. Une personne va dire, OK, je vais attirer un mari. Ouais. Écoute, y a pas de problème. Il faut savoir qu'un mari, il a des demandes, il a des exigences, il a des besoins, ainsi de suite. Tu étais célibataire, tu peux plus faire ce que tu voulais avant, ainsi de suite. Donc, ce que les gens, en fait, ils veulent que le bien, ils veulent pas le mal. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent qu'un seul côté de la pièce. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir un mindset très fort parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a deux choses que tu perds quand ta situation change. Quand tu es célibataire, je donne l'exemple des relations. Quand tu es célibataire, tout ce que tu pouvais faire avant, tu ne peux plus le faire. En tout cas, si tu sortais, machin, bien sûr. Il y a plein de choses que tu ne peux plus faire. Donc ça, tu perds. Et de l'autre côté, lorsque tu es en couple, d'un seul coup, il y a des inconvénients que tu as maintenant que tu n'avais pas avant. C'est vrai. Donc tu perds des avantages, tu gagnes des inconvénients. Ouf, ça fait beaucoup. Les gens n'y pensent pas à ça. Ouais, non, c'est vrai. Là, je vais te parler aussi de l'aspect financier. Ouais. Toi parce que je ne sais pas si les gens ils vont se rendre compte, mais tu es quand même passé de demander des ressources pour t'alimenter à justement multimillionnaire. Ouais. Donc, c'est vraiment une transformation qui est puissante. Est-ce que tu peux me dire le bon que ça t'a apporté et aussi pour ceux qui veulent, parce qu'on veut tous de l'argent. Mais tu sais, on est certes pauvres actuellement, mais c'est dans l'état d'esprit, il y a beaucoup de personnes qui sont riches et qui veulent avoir plus. Est-ce que tu peux me dire le bon que ça t'a apporté et le moins bon? Ok. La première chose, c'est que lorsque je demandais, en fait, j'étais bénéficiaire des Restos du Cœur, en fait, c'est de ça qu'on parle. Il y a une chose qui était particulièrement humiliante en tant qu'homme, c'est que c'est quelqu'un d'autre en fait, tu dépends de quelqu'un d'autre pour tes ressources.
Donc, les Restos du Cœur, en fait, c'était un relais. En fait, ça s'appelait les Relais du Cœur. C'était une branche des Restos du Cœur dans laquelle tu arrives avec un sac en plastique 2 fois par semaine, le matin, pendant l'hiver, il neige, tout ça. Et puis, tu as toute une queue, la maman africaine, le bébé avec son bébé dans le dos. Tu as des Roumains, tu as des enfants, des gens que tu vois pas d'habitude. Les portes s'ouvrent à 8 heures. Les tables sont en U. Tu as les volontaires qui sont derrière, souvent qui sont à la retraite, et qui donnent des boîtes de conserve. Et là, en fait, tu te rends compte d'une chose. Et c'est ça que... Je veux dire, la mentalité qui a changé, je vais être assez brutal, mais j'appelle ça la mentalité de pauvre. Il y avait des gens devant moi et des gens derrière moi. Forcément, il y avait beaucoup de gens colorés. Ok. Soyons clairs. Ok. Il y a beaucoup de gens colorés. Je ne vais pas dire, mais on sait ce qu'on veut dire par là. De tout type de teint. Soyons clairs. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces gens étaient là depuis des années. Waouh. Moi, c'était la première année et je vois ça. Ok. Et en fait, comme ils sont là, leurs placards sont remplis. Parce qu'ils sont là depuis des années. Et c'est des boîtes de conserve, donc ça dure longtemps. Donc tu reçois. Au bout d'un moment, ils choisissent ça. Ils disent ça, je veux pas. Ça, je veux, ça, je veux pas. Et là, j'ai compris une chose. Tout ce qui est gratuit dans la vie n'a pas de valeur. Waouh. À partir de là, ça m'a mis une graine, mais tellement puissante, ça a littéralement transformé mon état d'esprit. La deuxième chose, j'ai dit, plus jamais je ne reviens dans ce lieu. Plus jamais de ma vie. Waouh. Il y a un certain tempérament de personnes qui ont besoin de toucher le fond pour rebondir. Je dis pas tout le monde. Okay. Peut-être que j'en avais besoin. Mais à partir de là, j'ai dit plus jamais de ma vie. Donc, finalement, c'est la douleur qui m'a sorti de ça. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'étais arrivé là, c'est qu'il y avait des choses que je ne savais pas. Okay. Donc, en réalité, c'est l'ignorance qui me tue. Tu sais, comme quand on conduit, tu as un rétroviseur devant, tu en as un à gauche, mais tu as un angle mort. Et donc, tu as un angle mort, il est tout petit quand tu conduis. Mais dans la vie, ton angle mort, c'est 359 degrés. Non, mais tu vois, parce que notre angle et ce qu'on voit, c'est tout petit. À partir de là, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que je ne vois pas. Okay. Donc, ça signifie qu'on va discuter ensemble. Toi, tu dis, écoute, moi, je ne suis pas d'accord, je vois les choses comme ça. J'ai dit, OK, c'est intéressant. Moi, je vais écouter ce que tu as à me dire. Parce que de ton point de vue, il y a des choses que je ne perçois pas. Et donc, j'ai compris que si j'ai une équipe autour de moi, je préfère avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que lorsqu'on fait des réunions d'équipe et des masterminds et qu'il sort un projet et que tout le monde, à la fin, arrive à se mettre d'accord alors qu'on s'est confronté, ça signifie qu'en fait, le projet a été crash-testé. Si on pense exactement de la même manière, lorsque ça sort, on se fait exploser. Bah, tu sais, c'est hyper impactant ce que tu dis. Et en fait, selon toi, du coup, tu penses que toute personne, que ce soit sur un point de vue financier, mental, sportif, on peut tous vraiment se transformer en un claquement de doigts, ou ça prend du temps? Alors, quelles sont les petites astuces? Donne-nous tout. Ouais. Comment on accélère? Parce que le vrai point, c'est l'accélération. On peut aller très très vite, mais comment on le paye? On le paye de manière émotionnelle. On le perd de manière viscérale. En gros, c'est comme si la plupart des gens prenaient un vélo pour aller de Paris à Bordeaux, ça prend du temps. La plupart des gens prennent un vélo. La plupart des gens sont lents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai problème de la richesse, ce n'est pas une baguette magique, c'est la lenteur. Et je vais expliquer spécifiquement ce que ça signifie. Puis je vais parler aussi de la vitesse d'un point de vue physique. La lenteur, ça veut dire quoi? Quand je demande à une personne, OK, est-ce que ça t'intéresse de gagner 3 000 € par an? Non, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est sûr. Bah oui. Okay. Bah oui. Est-ce que ça t'intéresse 3 000 € par mois? Ouais, ça dépend, bof. OK. 3 000 € par semaine. Voilà, c'est intéressant. Ça commence à être intéressant. Là, c'est intéressant, okay. Ouais, si je te dis 3 000 € par jour. Bah là, c'est bon, c'est OK. Direct. Là c'est bon, c'est OK, c'est direct. Je continue. Direct. Si je te dis 3 000 € par heure. Là je me demande limite si c'est pas une arnaque. OK. Écoute bien. Là, vraiment. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a toujours cette phase où à un moment, on arrive à quelque chose que tu es prêt à accepter et après, on tombe dans le wow. C'est trop beau pour être vrai. C'est clair. Donc, forcément, moi, j'ai eu ça toute ma carrière en fait, d'entrepreneur. Ce qui se passe, c'est que 3 000 € par heure, ça correspond à 26 millions d'euros par an. OK. Quand je t'ai proposé tout ça, 3 000 €, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la durée. Ouais. C'est le temps. C'est la durée. C'est sûr. Donc, ça signifie qu'en réalité, mon problème, c'est que je me rends compte que le business, ce n'est pas une affaire de miracle, c'est mécanique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que je veux vendre 1 million
je veux faire 1 million, ok, de chiffre d'affaires, ok, chiffre d'affaires. Ok. 1 million de chiffre d'affaires, ça correspond à 1000 produits à 1000 euros. Ok. Hors taxe, ok, on ne parle pas de la TVA. Bien sûr. 1000 produits à 1000 euros. Ça peut être 100 produits à 10 000 euros. Ça peut être 10 produits à 100 000 euros ou un produit à 1 million d'euros. C'est ça. Okay. Et dans ma tête, c'est ce que j'avais fait. Okay, si j'arrive à créer un produit à 1 million d'euros, et si j'arrive à le vendre, bah, mon million, je l'ai fait. Oui, mais là... Donc, tu comprends tu comprends le principe. Je comprends le principe, ouais. Maintenant, si on va dans quelque chose d'un peu plus évident, on va dire 1000 produits à 1000 euros. J'ai dit, pour faire 1000 ventes, si sur 4 entretiens de vente, j'en close un, donc il faut 4000 entretiens de vente. Ok. On est d'accord? On est d'accord. Si pour avoir 4000 entretiens de vente, j'arrive, je ne sais pas moi, 1 sur 3. Okay, j'ai un prospect sur 3 sur lequel j'arrive à 4000 entretiens de vente. Donc, il me faudra 12 000 prospects. Tu comprends? Ouais. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si j'ai 12 000 prospects et que j'ai ces chiffres-là, ces pourcentages de conversion, je suis de manière mécanique sûr d'obtenir 1 million. Le problème, c'est que ces 4000 entretiens de vente, il faut les faire. Parce qu'on a 365 jours dans une année. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais 4000 divisé par 300. Allez, on va dire divisé par 300. Donc, tu vois ce que ça fait. Ça fait 12 entretiens par jour. Ok. Qui a envie de se taper 12 entretiens par jour? La plupart des gens vont dire non. Bah, okay? Bien sûr, bien sûr. Tu comprends? Donc, ça signifie qu'il faut avoir une équipe, ainsi de suite, il faut déléguer, il faut mettre des systèmes en place. Mais en réalité, c'est de la mécanique. Parce que, évidemment, tu ne vas pas closer tout le monde. Donc, tu vas closer 1 sur 3 ou 1 sur 4 ou 1 sur 2. Mais la réalité, c'est que c'est juste possible par les mathématiques. Okay. Donc, ça, c'est le côté pragmatique. Maintenant, parlons du côté état d'esprit. En fait, qu'est-ce que tu es prêt à supporter comme souffrance et comme douleur pour y arriver? Bah, la question que je vais te poser, c'est toi qui avais une école de chant et après qui a monté ce business-là de consulting pour les entreprises avec des vraies transformations, qu'est-ce que ça t'a coûté? Ça m'a coûté énormément, une grosse vague d'anciens élèves qui sont retournés contre moi, enfin, retournés entre guillemets, qui ont été extrêmement blessés. Du fait qu'ils se sont sentis abandonnés. Il faut savoir que j'ai eu à peu près entre 800 et 900 clients de musique. De musique. Si on rajoute les clients business, on tourne à 1400. Donc, j'ai eu à peu près 500 clients business. Donc, ça signifie que sur les 900 clients, tu en as eu des dizaines et des dizaines et des dizaines qui disent j'arrête du jour au lendemain. J'arrête d'enseigner la musique. Alors, déjà, au départ, j'avais fait un switch qui était énorme parce que j'avais multiplié mes prix par 5. Donc, j'ai perdu 80% de mes clients. Donc, je suis arrivé au même résultat, mais sauf que j'avais beaucoup moins de clients parce que j'avais changé mes offres. Donc, tu as fait exploser ton business dans la... Déjà dans la musique. Et ensuite, après, j'ai switché. Et la raison pour laquelle j'ai arrêté la musique, c'est que j'avais plus la passion d'enseignement de la musique à ce moment-là. Ok, d'accord. C'était pas... Parce que souvent, les gens se disent c'est une question d'argent. Non, j'avais plus la passion. La passion, d'accord, ok. Et quand j'ai plus la passion, en fait, je dois me forcer. Si je me force, ça fonctionne plus. Et toi, qu'est-ce qui te passionne dans le business? Dis-moi sincèrement, qu'est-ce qui te passionne dans le business? Je vais te dire ce qui me passionne fondamentalement. Ouais, d'accord. C'est lorsqu'un être humain était dans une situation pragmatique concrète. Ça veut dire, j'ai un de mes clients qui vivait dans un 2 pièces avec sa femme, machin, et que 2 ans plus tard, il vit dans une maison dans le sud. Voilà. Une vraie transformation. C'est très concret. C'est extrêmement concret. Et il a changé de style de vie, sa vie a changé, il peut faire plaisir à sa famille, ses enfants, ainsi de suite. Là, je me dis, j'ai une vraie transformation, c'est quelque chose qui est tangible, c'est pas quelque chose de discutable. Donc moi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'allais, comme c'était pas quelque chose d'émotionnel, c'était quelque chose qui était vérifiable. Et quand c'est vérifiable, moi je me dis, mais quelle est la transformation qu'il a fallu pour que cet individu, cette personne qui était là, dans cette situation, avec sa famille, part de point A au point B. Et moi, ce que j'adore, c'est les grosses transformations. C'est pas le truc où je vais un peu mieux. Ok, d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est la croissance massive. Parce que, et lorsque je vois que la même personne pensait d'une certaine manière, c'est l'histoire de ma vie, hein. Je suis parti de zéro et je suis devenu chanteur professionnel, puis j'ai créé une école de chant, ainsi de suite. Puis après, j'étais chanteur, je suis devenu entrepreneur, puis entrepreneur, je suis devenu auteur conférencier. Conférencier, maintenant, je m'adresse à des femmes. À chaque fois, il y a eu des switches qui ont été assez drastiques, et tout ça dans une même vie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais. Moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs au quotidien et qui ont des business qui sont rentables. Et ce qui m'a le plus choqué,
c'est que des fois, tu peux voir que dans leur business, ils ont un état d'esprit qui est très limité. Donc, toi, quelles ont été, selon toi, les choses qui sont récurrentes au niveau des entrepreneurs qui ne leur permettent pas de dépasser une certaine barrière dans leur business? Ok. Le rôle que tu as au début de la création de ton entreprise change complètement. On va dire s'il y a 3 stades, on va dire qu'il y a des gens qui font les choses, qui sont dans l'opérationnel, donc qui livrent ce qui a été promis. Il y a les gens qui font, donc ça fait juste flotter le bateau. Ouais. Ça le fait flotter, ça le fait pas avancer. Okay. Ça le fait flotter. Ok, donc quand tu fais de la comptabilité, administration, quand tu livres ce qui a été promis, même la livraison, c'est de la flottaison. Il y a le niveau supérieur, c'est tout ce qui est croissance de l'entreprise, donc vente, marketing, tu vois, et tout ce qui est lié aussi à la gestion des finances pour augmenter les profits. Donc là, en fait, ça fait avancer le bateau. Ok, d'accord. Ok. Là, le niveau supérieur, le niveau au-dessus, c'est le niveau stratégique. Là, en fait, je fais plus avancer le bateau, je fais plus ramer, il n'y a plus le moteur. Là, je suis juste en train de donner la direction. Et donc, ça signifie que tu dois changer de métier systématiquement. Il faut savoir que, pour moi, il y a des paliers à chaque fois que ton entreprise multiplie par 3 en termes de chiffre d'affaires. Parce que quand elle se multiplie par 3, donc 100, 300 000, 1 million, 3 millions, 10 millions, ainsi de suite. Parce que là, en fait, tu dois changer de métier systématiquement. Ok. Et c'est pas tous les entrepreneurs, tu nous expliques, du coup, qui passent ce palier, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, ils veulent le contrôle sur tout. Eux, avant, ils faisaient tout. Au départ, quand tu démarres, tu fais tout. Puis au fur et à mesure, tu commences à déléguer 2-3 choses. Puis au fur et à mesure, tu gardes la vente, tu gardes la personne. Puis à un certain moment, à un certain stade, quand tu arrives dans les 10-30 millions, en fait, c'est plus toi qui vends. Bien sûr. Mais le problème, c'est que, comme tu as dit, il y a le problème de déléguer. Ouais. Et il y a aussi le problème financier. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont limités en France avec les taxes, etc. Et ils ont cette peur aussi d'investir, tu vois, dans leur communication, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? La réalité, c'est qu'il y a 2 choses. Soit tu changes de marché. C'est vrai que la taxation dans les pays européens, en tout cas France, Belgique, ainsi de suite, c'est très, très intense et très, très, très dense. Donc, forcément, tu as envie de te dire, allez, je vais déménager. Alors, moi, évidemment, je ne conseille pas d'aller créer des structures à l'étranger pour ensuite revenir sur un marché français, parce qu'en fait, la réalité économique, elle est en France, donc le fisc va te tomber dessus. Donc, il y a des gens qui font beaucoup ça, mais en fait, il faut savoir où est fait 80% de ton chiffre d'affaires pour ne pas te faire attraper par le fisc. Ça, c'est une réalité brutale. Maintenant, le fait de déléguer, ça signifie que je lâche prise. Et pour moi, lorsqu'on démarre, la plupart des gens, en fait, ont ce problème de perfectionnisme. Et comme ils sont perfectionnistes, ils veulent que 100% des choses soient faites vraiment de la manière à laquelle ils pensent. La réalité, c'est que quand 80% du boulot est fait, ça suffit. Alors, quand tu appliques Pareto, par exemple, tu sais que 20% de tes actions provoquent 80% de tes résultats. Donc, ça signifie que si tu appliques Pareto à l'extrême, tu vas chercher quels sont les 20% des 20%. OK ? Donc, ça signifie quoi ? Quand tu as dépassé 80%, tu rentres dans le perfectionnisme. Et là, tu es 16 fois moins productif parce que tu as 80% des actions qui font 20% qui restent. Et ça n'a plus aucun intérêt. Donc, ça signifie qu'il faut apprendre à tolérer 20% de marge d'erreur. Ce qui est énorme pour beaucoup de gens quand ils sont perfectionnistes. Et ça, en fait, comme je te disais tout à l'heure, ça te ralentit. Tu sais, on va parler de ça. Tu as parlé de ralentissement. Moi, j'ai vécu aussi un état d'esprit pauvre. Je m'expliquais. Il y avait un exemple où je jugeais les gens qui s'habillaient en Gucci, des vêtements de marque, etc. Tu vois. Et à un moment donné, j'ai eu une grosse rentrée d'argent. Une grosse rentrée d'argent. J'ai fait rentrer un petit contrat. Et ce qui s'est passé, c'est automatiquement, je me suis dit, je peux me faire ce petit plaisir de m'acheter ma petite pochette Louis Vuitton, etc. pour prouver. Et après, c'est en discutant avec un cousin à moi où je me suis dit, il m'a dit, mais en vrai, ça sert à quoi ? Tu préfères avoir une pochette de luxe et pas avoir d'argent dedans ? Ou avoir ta petite pochette, mais avoir beaucoup d'argent sur ton compte en banque. Et ça, je me suis dit que le plus dur, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le plus dur, c'est quand tu as beaucoup d'argent, de garder un état d'esprit peu dépensier, mais investir dans les bonnes choses. Donne-moi un peu ton état d'esprit. Comment toi, tu as vécu aussi cette transformation ? Tu as connu le très, très peu, et maintenant, tu gagnes beaucoup d'argent. Explique-moi un peu les déboires et les bons moments. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, donc il y a tes revenus et puis il y a tes dépenses. Lorsque tes revenus explosent, il ne faut pas que tes dépenses augmentent. Parce que c'est la différence entre les deux qui font que tu t'enrichis. D'accord ? Donc, ça signifie que tu gardes tes dépenses et tu gardes ça. Donc, c'est vrai que le conseil qu'il t'a donné est très fort parce qu'en fait, c'est là que tu fais de l'argent. Donc, c'est là le plus dur aussi. C'est ça le plus dur.
C'est ça le plus dur. Parce que si tu gagnes beaucoup et que tu dépenses beaucoup, en fait, à la fin, la différence entre deux est la même. Bien sûr. Donc, le problème de la plupart des gens, ce que les gens appellent les nouveaux riches, c'est que dès qu'ils font entrer de l'argent, tout de suite, boum, ils le mettent à l'extérieur. Alors qu'en réalité, le but, c'est pas d'accumuler l'argent, c'est de l'accumuler des actifs qui produisent de l'argent. Robert Kiyosaki a écrit un livre, alors tout le monde connaît Père riche, Père pauvre, mais qui s'appelle... Oh mince, je me souviens. Le cadran du cash flow. Celui d'après encore. Qui est encore plus avancé. Oui. Et dans lequel il explique que le seul but d'une entreprise, c'est d'acquérir des actifs. Ok. Qu'est-ce que ça fait des actifs ? Un actif, c'est quelque chose qui te produit des revenus. Et donc, lui, il utilisait son entreprise. Avec les profits de son entreprise, il acquiert de l'immobilier. Mais comment il acquiert l'immobilier ? En faisant un emprunt. Donc, avec les profits, il produit 20%, 80% vient de la banque. Et donc, comme les emprunts bancaires ne sont pas taxés, parce qu'il y a aussi... Oh là là, c'est fort. Tu comprends ce que je veux dire ? Avec ça, il produit du cash flow parce que du coup, ce sont les locataires qui payent tout cela. Et grâce à ce cash flow, ça remonte. Donc, la question que je vais te poser, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas justement faire des crédits. Ouais. Parce qu'eux, ils voient ça comme crédit. Pas un investissement. Ils voient ça en crédit. Donc, tu penses que ces personnes-là, entrepreneurs, qui ont des bons revenus, mais qui ne veulent pas scaler leur entreprise en voulant justement faire des crédits au niveau de la banque, tu penses que ces entrepreneurs-là, ils seront forcément limités ? Alors ça, c'est un état d'esprit de pauvre. Parce qu'en fait, les gens veulent accumuler de l'argent. Tu ne veux pas accumuler de l'argent, tu veux accumuler des actifs. Ça signifie que quand l'argent rentre, il faut te poser la question, où est-ce que j'alloue cet argent ? C'est-à-dire, en gros, il faut savoir acheter. Au début, tu dois apprendre à vendre. Bien d'accord ? sûr. Une fois que tu sais vendre, il faut que tu apprennes à acheter. Ok. Apprendre à acheter, donc c'est investir dans quelque chose qui va te ramener encore et qui va augmenter ta richesse. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est à l'achat, par exemple pour l'immobilier, c'est à l'achat que tu gagnes de l'argent. En fait. Okay. Parce que tu vas le vendre au prix du marché, mais par contre tu vas l'acheter très très bas, donc c'est la différence entre les deux. Ça, c'est pour l'immobilier, c'est évident, mais c'est pareil pour tout. Il y en a qui vont réinvestir dans le marketing, dans la pub. Il y en a qui vont réinvestir. Parce qu'il y en a, par exemple, on sait que dans la religion musulmane, les gens n'ont pas le droit de faire des crédits. Donc, comment ils font ? Quand tu regardes le Qatar, les Émirats, quand tu vois ce que les gars ont bâti, ils ont réussi à bâtir tout ça sans crédit. Donc, ça veut dire qu'il y a des systèmes. En réalité, tu investis dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. Maintenant, le top du top, c'est que si tu peux réinvestir dans quelque chose qui rapporte de l'argent immédiatement, c'est-à-dire dans le mois. D'accord, ok. Donc, si dans le cycle du mois, tu investis, ça te remet tout de suite. C'est pour ça que les gens réinvestissent en marketing. Et je me souviens, il y avait un intermédiaire qui se disait... Plus je peux acheter, plus je suis content. Plus je peux mettre de budget, plus je suis content. Bien sûr. Parce qu'en réalité, ça signifie que je suis vraiment en train de m'enrichir. Ok. Tu vois ? Donc, maintenant, il faut systématiquement regarder la marge que tu dégages. Okay. Il faut être un dingue de la marge, de ton cash flow, c'est-à-dire regarder comment évolue l'argent que tu as sur tes comptes en banque et prévoir sur les 3 mois ce qui se passe. Et le prévoir à l'avance, parce que tu sais déjà, il n'y a rien d'aléatoire. Okay. Et quand tu surveilles donc tes marges et ton cash flow, le bilan, ça se fait chaque année, mais bon, tu peux faire des situations tous les trimestres. Là, tu as une vraie vision sur tes chiffres. Okay. Parce que la plupart des gens, en fait, ne maîtrisent pas du tout leurs chiffres. D'accord. Et là, je vais te poser une question, pour moi, qui me touche sincèrement. Toi, tu n'as pas eu des parents qui étaient riches. Comment tu es parti chercher ton état d'esprit et tes renseignements pour savoir créer de l'argent et justement impacter ces sociétés ? Alors, comme je te disais, il y avait la partie où j'étais SDF, où c'était très difficile, très compliqué. En fait, je travaillais énormément pour très peu d'argent. Donc ça veut dire gros effort, petit résultat. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas possible. Ouais. Ça marche pas. Il faut commencer par gros efforts, de toute façon. Okay. Les gens ne comprennent pas que, il faut travailler vite. Avant de travailler intelligemment, qu'on appelle work smarter, il faut work harder. C'est-à-dire qu'il faut travailler fort. Il faut être capable de travailler fort. Tous les gens qu'on connaît, qu'on admire à très haut niveau, que ce soit dans le sport, dans le business, dans la musique, ce sont des gens qui sont capables de travailler très, très fort aussi. Okay. Donc, si tu travailles très fort et intelligemment, là, ça devient monstrueux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont à un niveau vraiment supérieur, qui sont inatteignables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne veut pas payer le prix de ça. Il y a vraiment cette idée de souffrance
on appelle ça en anglais delayed gratification, c'est-à-dire le fait que le résultat, tu ne vas pas l'obtenir tout de suite. Tu paries sur un avenir qui est un peu plus lointain que juste là, avoir tout de suite ce que tu veux. Tu vois, c'est un peu comme je veux un corps qui est raffiné, qui est sculpté, ainsi de suite. Les cookies, les boissons, ainsi de suite, va falloir mettre ça de côté, tu vois. C'est clair. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette culture dans tout ce qu'on appelle le développement personnel et ainsi de suite, où les gens ne parlent que de la positivité. Et le problème, c'est que la vie, toute la vie sur cette terre, on est dans la dualité. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir le bien sans le mal. Tout te coûte. Systématiquement. Et si je ne suis pas prêt à payer le prix, que ce soit maintenant pour y arriver, et là-bas quand j'y suis arrivé, parce que c'est un autre prix, c'est une chose d'être numéro 1, mais c'est une autre chose de rester numéro 1. Bien sûr. Et la chose encore pire, après que moi, à un certain moment, j'ai vécu, parce qu'il y a des choses qui sont passées après dans ma vie, au niveau soit judiciaire, personnel, ainsi de suite. J'ai eu des accusations. D'accord. C'est allé très loin. J'ai eu des chefs d'accusation contre moi, chefs d'accusation d'escroquerie, de machin, bande organisée, ainsi de suite. Je me suis retrouvé en garde à vue. Ah ouais, donc c'est parti très loin. Ça a été très, très violent. Ok. Et donc, il y a eu du coup ce qu'on appelle un contrôle judiciaire, c'est-à-dire interdiction de quitter le pays, donc le territoire, la France. Donc ça, c'était très violent. Donc du coup, avec la réputation qui se déploie sur toutes mes entreprises, sur tous mes business, donc d'un seul coup, ça a commencé à chuter. Ensuite, j'ai eu un divorce. Bon, ça, c'est encore autre chose. Bon, tu perds la moitié de ce que tu as, c'est encore une autre affaire. Et donc, à cause de toutes ces décisions que j'avais prises, des mauvaises décisions dans les investissements, je ne connaissais pas mes chiffres, ainsi de suite, il faut aussi assumer la chute. Et ça, c'est pas évident. C'est même plus que pas évident. Il y a ton ego qui prend, il y a ton style de vie qui prend, il y a tout qui change. Et donc, à un certain moment... À un certain moment, je suis passé de vivant dans un appartement dans les beaux quartiers, Champs-Élysées, ainsi de suite, à retourner habiter chez ma mère. Wow. Et ça, je te préviens, entre ça, la prison, les chefs d'accusation, l'entreprise, les liquidations, waouh, tu te dis, mais comment tu fais? Wow. Et tu sais ce qui s'est passé? Je me suis dit, écoute, j'ai une dimension spirituelle dans ma vie, je suis posé, je dis, c'est quoi c'est quoi ce truc quoi? Je dis, mais pourquoi je vis ça? Et je réalise une chose, c'est qu'au fur et à mesure, il y a eu un changement. C'est-à-dire que j'ai réalisé que j'avais accompagné plus de 1000 femmes dans ma vie, des clientes. Ouais. Et plus on avançait, plus on attirait des femmes. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les femmes avaient une spécificité des problèmes que les hommes n'avaient pas. Surtout les femmes ambitieuses, parce qu'elles voulaient avoir la carrière, mais elles voulaient aussi avoir le couple et la famille. Et au fur et à mesure, lorsque je coachais les gens, je commençais à faire de plus en plus d'accompagnement sur comment tu gères ça et ça en même temps, ainsi de suite. Qu'elles étaient célibataires, en couple avec enfants, ou famille monoparentale, c'est la même chose. Donc au fur et à mesure, ma vision a commencé à switcher. Je me suis rendu compte qu'il faut qu'on s'occupe de ces femmes-là, il faut créer des services et des produits très spécifiques là-dessus. Au fur et à mesure, je me suis dirigé là-dessus. Ce nouveau livre qui s'appelle Perles rares donc va sortir bientôt. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que quand j'ai tout arrêté, je dis, bon, t'as tout perdu, t'es retourné chez ta mère. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai rencontré un client qui est acteur. Et en fait, on a commencé à faire de la captation de 3 choses. Moi, je filmais mes séminaires, donc j'avais des caméras, tout ça. Donc, je connais un peu la vidéo, les machins, le montage, ainsi de suite. Et je me suis dit... tiens, on va faire une captation. Ils voulaient faire une bande démo parce que les acteurs doivent faire des bandes pour montrer au directeur de casting, ainsi de suite. Et tu sais quoi? En fait, du fil en aiguille, je me suis retrouvé carrément réalisateur. Ah ouais, d'accord, ok. À ce point-là. On a réalisé, et donc j'ai fait le truc de A à Z, le storyboard, j'ai géré les trucs, j'ai fait tout le tournage, et il y a des choses que j'apprenais sur le tas. C'est-à-dire que je me suis réinventé. Ah, tu t'es pris de passion pour ça? C'est devenu une nouvelle passion. Et donc, ça signifie que là, je vais rentrer dans le cinéma. Donc, j'ai toujours mon bouquin pour les femmes. J'ai fait toujours l'accompagnement en business. Mais là, il y a une nouvelle passion qui s'est ouverte. Je n'aurais jamais pensé de ma vie, après tout ce que j'ai fait, que je dis, j'ai fait déjà pas mal de choses. J'ai eu beaucoup de changements, beaucoup de transformations dans ma vie. J'aurais jamais pensé que je serais rentré dans cette dimension-là. Ah, mais attends, mais en fait, le problème, Eric, c'est que je me rejoins, je te jure, je me retrouve dans ce que tu dis, parce qu'en fait, tu fais partie des personnes qui sont multipotentielles. Et en fait, Thomas, tu sais, il y a la réalité aussi, c'est qu'avec notre femme, des fois, on peut paraître pour fou.
Parce qu'en fait, dès qu'on voit un business ou une opportunité ou quelque chose qui nous intéresse, eh ben, on va foncer. Comment tu fais pour gérer ça? Et je vais même aller plus loin. Ça arrive à un stade où avant, je faisais beaucoup de sport. Et quand j'ai arrêté le sport pour me consacrer sur mon business, bah, j'ai l'impression que maintenant, quand je vais au sport, je perds du temps sur mon business. Et j'ai même plus envie d'aller au sport pour te dire, tu vois, où je veux en venir. Je comprends complètement. Comment tu gères tout ça? Comment tu gères? Il y a un concept qui s'appelle l'effet de halo. Google, aujourd'hui, ils font tout, ils sont partout, ils construisent des voitures qui se conduisent toutes seules. Bien sûr. En Californie, carrément, qui roulent à 45 km/h. Mais ils ont commencé par quoi? Moteur de recherche. OK. Avant, il y avait Alta Vista, il y avait Lycos, il y avait Yahoo, il y avait d'autres moteurs de recherche. Google les a tous explosés. Ça veut dire que d'abord, tu dois devenir numéro 1 dans un domaine. D'accord. Un domaine. C'est-à-dire qu'il y a une chose que tu dois absolument maîtriser. Je pense que j'étais l'un des meilleurs professeurs de chant, coach vocal. Vraiment, j'étais très, 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 très fort. C'est pas juste professeur de chant, parce que ça va au-delà du juste le chant. C'est-à-dire, tu scannes une personne, tu vois son mouvement, tu vois son langage non verbal, tu apprends à ressentir ce qu'elle ressent, tu deviens empathique. Et donc, au fur et à mesure, grâce à ça, comme ce sont des êtres humains, j'ai appris à lire les gens, à scanner. Mais ça, en fait, on a besoin partout et tout le temps. Tu en as besoin en business, tu en as besoin en prise de parole en public, tu as besoin dans l'écriture, tu as besoin dans la réalisation, tu as besoin dans tout. Donc, si tu veux, quand tu es devenu numéro 1 dans un domaine, tu n'as pas à réinventer la roue et repartir de zéro. Parce qu'en fait, on appelle ça l'intelligence par capillarité. On dit qu'Elon Musk fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que quand je maîtrise un domaine, je peux passer de ce domaine-là à l'autre parce que les principes et les lois cosmiques, les lois universelles fonctionnent de la même manière. Donc, tu es capable de faire par analogie des choses dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça que, oui, je suis passé de chanteur à compositeur, à musicien, à pianiste, à bassiste, à guitare, ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois, tout ce que j'avais, je l'accumulais. Quand j'étais chef d'entreprise, j'utilisais tout ce que j'avais appris en musique. Je dis, mais il n'y a pas de rapport. Il y a beaucoup de rapports parce que tu dois gérer des gens. Je gérais des chorales jusqu'à 120 personnes sur place, quoi. Et est-ce que tu penses qu'on peut réellement avoir un réel équilibre dans tout ce qu'on met en place quand tu attaques d'un point de vue business et que tu es en mode transformation, et en même temps, d'un autre côté, eh ben, on te dit, avec ta femme, tu dois être justement là, présent. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir réellement un équilibre? Parce que là, tu as parlé de divorce. Est-ce que justement, comment toi, tu l'as vécu, cette transformation? Parce que je pense que tu mettais ton âme dans tes business. Dis-nous aussi ce côté terrain. Il y a deux choses. Ce que j'entendais souvent, c'est qu'en effet, j'étais tout le temps en voyage, j'étais tout le temps parti. En 2018-2019, je voyageais à l'étranger 2 à 3 fois par mois. Bien sûr. À l'étranger, j'allais loin, j'allais à Dubaï, j'allais en Turquie, j'allais en Australie, j'allais partout et j'étais invité à parler. Donc, il y a deux choses. Il y a plusieurs phases. Moi, j'ai pas d'enfant au moment où on tourne cette vidéo. Donc, c'est aussi différent. Mais bon, c'est quand même, elle avait aussi une grosse carrière au niveau artistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'équilibre, il y a des phases dans la vie. Il y a des phases dans la vie où il faut travailler très fort. Il faut prévenir son conjoint, sa conjointe que, écoute, pendant les 2-3 ans qui viennent, voilà ce que je veux obtenir, je vais déjà pousser fort. Mais ça va durer 2-3 ans, ce n'est pas toute la vie. Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'elle est OK? Est-ce qu'elle est d'accord? Maintenant, pendant cette phase-là, comment est-ce qu'on fait? En effet, tu ne peux pas tout avoir. Il y a la vitalité, il y a le couple et il y a l'argent. Maintenant, si tu veux, en même temps les amis, en même temps la famille, en même temps répondre à toutes les invitations, non, ça, tu ne peux plus. C'est plus possible, ouais. Ça, c'est plus possible. Donc, en fait, les personnes qui sont à très haut niveau de résultats, et c'est très important, ne sont pas équilibrées. L'équilibre, c'est une connerie qu'on a vendue aux masses pour leur faire croire et pour les empêcher, en fait, d'arriver à un très haut niveau de résultat. Est-ce que tu penses que les champions de tennis sont équilibrés? Tu penses que les champions de boxe sont équilibrés? De MMA, les businessmen à très haut niveau, ils ne sont pas équilibrés. Ils sont obsédés. Par contre, autour d'eux, ils ont un environnement, qui est au courant, qui comprend que cette personne est en mission. Peu importe la mission, que ce soit musicale, peu importe le domaine, cette personne est en mission. Donc, quand je me mets en couple avec cette personne-là, je sais que ça ne va pas être de tout repos. Souvent, quand on parle du couple, souvent les femmes se disent « Ah, j'ai un homme puissant, tu vois, genre un entrepreneur. » Mais tu sais qu'un entrepreneur, ça fait ça. C'est ça le problème. Si tu veux quelque chose de stable,
Mets-toi avec un ingénieur, Mais bien ou sûr. un fonctionnaire, ou un prof. Là, ça bouge pas. Mais un entrepreneur, ça fait ça. Et il y a plusieurs phases. Il y a la survie, il y a la stabilité. La stabilité, c'est le niveau 2. Mais si tu vas vers le succès, ben ça, c'est en effet, c'est l'entrepreneur qui se défonce, qui grind, qui n'arrête pas, mais ça monte et ça descend. Et l'étape d'au-dessus, c'est le sens. Et ça, c'est en effet, c'est les ultra-riches, les milliardaires et compagnie. Mais avant d'arriver à là, bah, il faut le succès, en fait, il faut vraiment il faut passer un switch. Et tant que ce switch-là n'est pas arrivé, bah, tu vas continuer à monter et à descendre. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Le succès n'est pas un endroit où c'est stable. La stabilité, elle est en dessous pour la classe moyenne. Parce que cette classe-là, c'est celle qui se fait plus tondre parce que c'est elle qui paye des impôts, c'est elle qui a des salaires fixes. Les entrepreneurs, ils sont pas faciles à attraper. Parce que tu as liquidé leur entreprise, ils vont en créer une là. C'est ça. Et si, là où ils sont, ils vont déménager. Donc l'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui est facile. Donc il est difficile à taxer, l'entrepreneur. Par contre, la classe moyenne, qui ne bouge pas, qui a un bon petit salaire, qui est cadre et ainsi de suite, qui va bien, c'est celle qui se fait le plus tondre. Donc c'est pour ça qu'on dit au mas, il faut que tu sois équilibré. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tu saches quelles sont tes priorités. Eric, oui. On va recalmer la tension. Merci pour toute cette valeur. Dis-moi où les gens peuvent te retrouver, justement, parce que toi, tu communiques pas mal sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens, pour ceux qui veulent une transformation, que ce soit sur leur business, et vraiment des réelles transformations, où ils peuvent te retrouver? Instagram, Eric Béhanzin, _officiel. Voilà, Eric Béhanzin, de toute façon, vous me trouverez. Sur la messagerie Instagram, c'est le plus facile. Eric, merci d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour cette interview. Merci à toi. Crois-moi, tu as apporté énormément de valeur. Et en fait, ce qui me fait plaisir chez toi, c'est que tu t'es quand même mis à nu pour réellement apporter la réalité du terrain. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément qu'un entrepreneur, comme tu as dit, il est en mission. Ouais. Et malgré tout, des fois, il va être en mission, il ne va pas avoir forcément les résultats au rendez-vous. Parce que comme tu as dit, un entrepreneur sur 10, bah, on va dire 2-3 entrepreneurs sur 10, c'est eux qui marchent réellement. Mais avec le temps, ça peut le faire. Mais il faut avoir un entourage solide. Et on le voit même avec des entrepreneurs ou même des sportifs pour qui, déjà, ça marche bien pour eux. Quand l'entourage, malheureusement, il n'est pas au rendez-vous. Le performeur, il est sur le déclin. Donc, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Et puis, je te dirai à très prochainement sur une autre vidéo. D'accord ? Yes, super. Merci, Eric. Bye bye.